Faut-il investir sur l'immobilier en Thaïlande et plus précisément à Hua Hin? On accueille Samy du site, Thai-Date VIP. un site de rencontre pour ceux qui veulent venir trouver des femmes et le vrai amour en Thaïlande. On va pas parler de femmes, on va parler d'immobilier. Ok. Immobilier en Thaïlande, immobilier à Hua Hin. Je vous montre Hua Hin, vous connaissez, je vous montre un petit peu. La mer, la plage. Petite merveille. C'est intéressant. Alors moi, donc, je raconte un peu mon parcours. Quand on a voulu s'installer en Thaïlande, j'ai une petite famille thaïlandaise aussi. On cartographie rapidement. Donc, T'as une famille française aussi que tu as laissée en France ou... Non. Juste en... Ok, très bien. C'est bien. Et du coup, vous avez le choix entre 4 endroits, je pense, ou 4 ou 5, les classiques, Bangkok, Chiang Mai, Pattaya, Koh Samui, Phuket. 5, c'est ça. Les gens souvent ne connaissent pas Hua Hin et pourtant ça gagne vraiment à être connu. Donc je dirais le rapport qualité-prix pour moi, quand je suis arrivé en tant que newcomer, je l'ai trouvé exceptionnel et je me suis dit même il y a ce qu'on appelle un loup là-dessus. C'est-à-dire un problème. Et je vous rassure, il n'y a pas de problème. 3 ans après, je peux vous dire, il n'y a pas de problème. Donc toi, tu as investi dans l'immobilier, tu as acheté à Hua Hin. J'ai acheté à Hua Hin. Enfin, on a acheté à Hua Hin, tous les deux. Ouais. Sauf que on a le droit d'acheter, on peut acheter en tant qu'étranger en Thaïlande, c'est possible? Alors, on peut acheter, on fait un résumé, vous pouvez acheter un condo. Un condo, c'est condominium, un appartement. Un immeuble avec des services, piscine et compagnie. Un appartement en pleine propriété si il est à 51% taille, c'est-à-dire qu'il y a 51% des propriétaires qui sont déjà taille. Dans l'immeuble? Dans l'immeuble. Pas dans votre appartement? Ouais, dans l'immeuble. Merci pour la précision. Ah, mais tu connais pas mon audience, faut vraiment y aller doucement. Ouais. Et après, vous pouvez donc acheter une maison comme nous on a fait, classiquement. Donc la terre reste aux Thaïlandais et vous achetez donc le bâti. Donc après, on peut développer la solution. Pour... On est propriétaire de quoi exactement? Parce que est-ce que c'est un leasehold? On est propriétaire pendant un certain temps? On a le droit de vivre à l'intérieur? On a le droit de le louer? On a le droit de faire quoi exactement? Alors, vous avez tous les droits, comme si vous étiez complètement propriétaire, sauf que si vous faites pas un montage comme j'ai fait, que je pourrais expliquer par la suite, vous allez être locataire, on va dire, de la terre. Une 30 ans. Alors, il y a soi-disant des baux renouvelables qui pourraient faire 30 x 2, 60 ans. Donc, si vous venez, vous avez 50 ans, plus 2 fois plus 60, normalement vous êtes mort. Il y a 110 ans. Vous en fichez un peu. Mais on peut avoir envie de léguer à ses enfants. On peut avoir envie de léguer. Voilà. Donc, ok, donc il y a cette histoire de location de la terre et le bâti, il est sur un truc qu'on a loué. Exactement. Et si vous êtes, alors, je sais pas si on peut parler de ce qui se fait usuellement, on peut quand même. Ouais, vas-y, le montage. Voilà. Donc, il y a 2 montages qui peuvent, on va dire, contourner un peu cet inconvénient, parce que c'est quand même un inconvénient. Vous êtes comme moi, vous êtes marié avec une taille. C'est ma femme, moi, qui a la terre. Et moi, je suis passé sur on a la chance d'avoir un avocat français à Hua Hin, il y en a un peu partout quand même. Et donc du coup, on a fait le montage suivant. Moi, j'ai l'usufruit de la maison jusqu'à ma mort. Ça veut dire que si même en cas de séparation, ça se passait mal, je peux jouir du bien et le louer avec les deniers qui vont rentrer chez moi. Et elle aura la terre, elle est propriétaire de la terre, mais en fait, elle n'a aucune jouissance, ce qu'on appelle l'usufruit. Okay. Et deuxième chose qui se fait usuellement pour les gens qui n'ont pas de femme taille ou qui ne veulent pas mettre leur femme taille. Elle a la nue propriété et toi tu as l'usufruit. Voilà, d'accord. Okay. Ça. Et l'autre montage classique, c'est vous faites une compagnie, alors comment on dit en français, une entreprise. Ouais, une entreprise. Et c'est l'entreprise qui va détenir, qui va être propriétaire des terrains. On va schématiser, autrement ça serait bien long. Et cette entreprise-là doit être majoritaire avec des tailles, mais les tailles ne se connaissent pas, vous laisse en gros les pleins pouvoirs, donc par effet de rebond, vous êtes propriétaire. Attention, on parle de nomini là. On parle, oui, voilà. Sachant que les nomini, j'ai fait une vidéo, ça tu sais peut-être pas, mais le taille nomini, attention, ils font la chasse. Il y a eu 500 sociétés qui se sont fait choper en 2023, 450 déjà en 2024. Le nomini
pour les foreigners, pour les étrangers, que ce soit pour acheter, enfin voilà, que ce soit pour des business ou même pour acheter des villas au travers d'entreprises. Warning, c'est interdit. Ok. Alors après, il faut savoir, moi c'est ce que je m'étais dit, parce que je connaissais pas tout ça au début. On vous donne les prix hawaïens qui sont sidérants au niveau de la bassesse. On peut dire. Moi je vous fais le rapport, donc je suis ex-Montpellierin, j'habitais à 10 km de Montpellier Nord. La villa que j'ai aujourd'hui, que nous avons aujourd'hui à Hawaï, on l'a payé 4 900 000 bahts. Alors je sais pas ce que ça fait aujourd'hui en euros, mais quelque part, je pense dans les 150 000 euros, grosso modo. Et cette villa-là, si vous la déplacez à 10 km nord de Montpellier, vous êtes quasiment à 800 000 euros. Donc, bon, ça coûte beaucoup moins cher pour ceux qui veulent vivre dans une villa à Warring. Voilà, ça dépend de vos moyens, mais on va dire à la fin d'une vie, normalement 150 000 euros, c'est l'équivalent d'un F2 pourri à Montpellier. On va dire ça comme ça. La moitié de mon audience ils ont la CAF et ils ont des problèmes financiers. Mais vas-y. Bon, donc du coup, moi je m'étais dit, alors je suis pas millionnaire non plus, mais bon, je m'étais dit, même si, je vais pas te dire je dois les perdre, dans 20 ans ou 30 ans, c'est pas non plus l'intégralité de mon patrimoine, voilà, on va dire ça comme ça. Ouais. Sachant que tu peux revendre juste l'usufruit, parce que bien sûr, tu peux. Alors par contre, effectivement, c'est pas des marchés très liquides, mais ça se fait, quoi. Si vous êtes à la fin de votre location, si on peut dire, c'est-à-dire si vous revendez la 25e année alors que vous êtes à 5 ans de renouvellement du bail, vous pouvez vous attendre à ce que ça soit peut-être un peu moins facile. Ouais, mais toi, tu as l'usufruit jusqu'à ta mort. Moi, j'ai l'usufruit jusqu'à ma mort. Mais par contre, il y a aussi des fois où on a l'usufruit pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans sur une durée comme ça. Donc là, tu parlais du renouvellement, ok. Ok, si jamais ça se passe mal avec ta femme, elle va garder le terrain, toi tu as la possibilité de prendre le bâti de la maison et d'aller le repositionner quelque part. Ouais, je pense avec un coup de baguette magique, je pense que ça peut se faire assez facilement. Ok, on continue. Moi j'ai investigué un petit peu les appartements. Donc on peut acheter, on a le droit d'acheter. Okay. Donc comme il a dit, dans des condominiums, tout ça. Donc là il y a quelques condos qui sont en front de mer et tout. Ça peut être soit du freehold, soit du leasehold. Okay, il y a les deux cas. Par contre, tu devrais préciser ce que c'est le freehold et le leasehold parce que ouais, leasehold vous avez pour une durée limitée. Ok, et donc vous avez un landlord. Voilà, il y a des choses que vous n'avez pas le droit de faire, par exemple casser des murs, etc. Mais bon, vous avez l'usufruit et vous pouvez normalement aussi louer l'appartement. Mais là, attention. Peut-on louer? Tiens, voilà la question. Peut-on faire de l'investissement locatif? Donc, j'ai acheté par exemple un appartement. Donc, toi, par exemple, tu as ta villa. J'ai un appartement. Je veux le mettre en location parce que je ne suis pas dedans. Est-ce que je peux faire ça? Oui ou non? Là, je vais faire une réponse de Normand aussi, mais ça dépend des résidences. Il y a des résidences qui font la chasse à ça. Donc, à Bangkok, principalement, ils n'aiment pas ça. Ils aiment de moins en moins ça. Donc, un Airbnb non grata. Alors donc là je précise parce que ta réponse, en fait, il y a des résidences qui autorisent la location court terme et des résidences qui n'autorisent pas. Il y en a beaucoup qui n'autorisent pas, qui n'ont pas la licence de location court terme. Dans ces cas, c'est impossible de faire du Airbnb, etc. parce que c'est pas autorisé. Maintenant sur la location long terme, c'est-à-dire 1 mois et plus. Là, c'est tout à fait possible. Hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez, comme avec une villa. En fait, ce qu'ils n'aiment pas, c'est le court terme, ça fait concurrence à l'hôtellerie hollandaise. Et puis aussi, ça fait des nuisances. Hein. C'est un peu la même chose qu'en France. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vont et qui viennent et qui ne sont pas toujours les meilleurs. Donc on peut effectivement, c'est ce que m'ont répondu les agents immobiliers ici, on peut louer en long terme, donc plus d'1 mois, c'est légal. Maintenant, la question qui va venir, que vous attendez tous, quelle est la fiscalité qui s'applique sur les revenus locatifs thaï? Bah écoutez, moi, on a rarement fait de location, donc c'est une question, à laquelle je ne pourrais pas répondre. Voilà. Alors tu vois, même les agents immobiliers sont bien embêtés avec cette question. Voilà. Alors je ferai une vidéo spéciale j'avais déjà fait sur la fiscalité en Thaïlande, mais sur ce point-là, je fais une vidéo suite à d'ailleurs la vidéo que tu m'as envoyée que j'ai vue, la très longue vidéo. On a carrément les informations du fisc thaï et du fisc français sur la fiscalité des revenus locatifs. C'est passionnant. Après, il y a toujours la théorie et la pratique. Exactement. Alors en pratique, quand on interroge les agents immobiliers,
la réponse que j'ai eue, et attention, je cautionne absolument rien, mais la réponse que j'ai eue, c'est si vous faites un appartement, voilà. J'ai même pas dit de mot. Oui, c'est Donc, ça. donc c'est ça. Alors la question, il y a une autre question qui se pose par rapport à ça, c'est l'ouverture de compte en Thaïlande, puisque les loyers vont être versés donc en Thaïlande. Normalement, quand on est juste touriste comme moi et qu'on va dans une banque pour ouvrir un compte en Thaïlande, c'est refus. On me demande en fait un contrat long terme de 1 an. Par contre, en passant, si vous faites un achat immobilier, les agences ont la capacité de faire ouvrir des comptes en Thaïlande. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Ça s'est durci alors. Parce que moi j'avais. Toi, t'avais réussi, toi ? Ouais, ça s'est durci. Et tout se durcit au fur et à mesure. Question suivante. Le rendement locatif à Hua Hin. C'est-à-dire, c'est pas tout d'investir, on va toucher combien ? Alors à Hua-Hin, ça dépend aussi ce que vous faites, si vous faites du court terme ou du long terme, mais sur du long terme, on va dire question d'un an. Moi j'ai un ami qui fait ça, on est assez facilement à 6,5, 7. Si vous avez bien acheté. Et si c'est loué toute l'année ? Généralement, si vous avez un bien de qualité, ça dépend ce que vous. Effectivement, il faut connaître le marché. Ouais. Donc, bon, voilà, moi je le connais assez bien maintenant parce que j'habite ici, je sais quel endroit est porteur, quel endroit est moins porteur. Mais quelle est la typologie des locataires long terme à Hua Hin ? C'est quoi ? C'est qui ? Alors, plusieurs cas de figure. Vous avez des gens qui viennent s'installer à Hua Hin ou peut-être en Thaïlande. Avant d'acheter, ils veulent essayer entre guillemets la ville ou la Thaïlande de façon générale. Là, je connais un couple de Français, ils viennent par exemple, ils viennent de l'île Maurice, ils sont un peu marre de l'île Maurice et bien sûr, ils vont louer. Donc, ils vont louer une villa. Ça, c'est la première typologie. Deuxième typologie, c'est le gars, il est avec une Thaïlandaise et la Thaïlandaise vit en Thaïlande, lui, il vit, je sais pas où, en Suède, en France ou je ne sais quoi. Et il est sympa, il a envie que sa petite famille soit dans un beau cadre et il va lui louer quelque chose aussi à Hua Hin ou ailleurs. Et il y a aussi des vieux retraités. Il y a aussi des vieux pas mal de retraités. gens qui passent leur retraite ici. Hein, il y a pas mal de gens, là on a pas mal de Russes quand même qui viennent, que ce soit à Hua Hin ou Phuket, vous connaissez, et effectivement, eux ils sont souvent, le mari travaille par exemple un peu, qu'ils allers-retours en Russie, et puis la femme et la gamine va rester par exemple. Il y a beaucoup de Scandinaves aussi ici à Hua Hin. Oui, exact, on a pas mal d'étrangers. Et des Français, bien évidemment. Et des Français, Scandinaves, Russes qui ont un peu poussé cette année. Donc c'est une ville qui gagne à être connue et on peut penser dans un futur à moyen terme que c'est une ville qui prendra de la valeur, c'est-à-dire qu'on peut penser que l'investissement que vous faites à Hua Hin sera sujet peut-être à plus-value future parce que la ville va monter. Tu aurais la même vision de cette plus-value potentielle sur les villas et sur les condos, sachant que sur les condos, tu sais, en Thaïlande, il y a un peu le segment de marché, là, le second marché avec les vieux condos qui ont du mal à se vendre et les nouveaux condos qui là, effectivement, on voit une appréciation du prix par rapport aux nouveaux condos du temps d'il y a 10 ans. Donc j'ai toujours un peu cette crainte. Par contre, sur les villas, tu me dis chez moi, mais j'ai l'impression que ça a plus de chances de s'apprécier. Ouais. Sur les villas, je pense que oui, en fait, il y a plus de certitude parce que le prix de la terre continue à monter, comme partout dans le monde, on va dire. Et c'est le même principe. Hein. Plus vous partez du centre de Hua Hin, là on va dire qu'on est au centre, le centre de bord de mer, c'est l'effet Marguerite, là, si on peut dire. Hein. Vous faites une circonférence, plus le terrain va monter. Aujourd'hui, un terrain bord de mer, par exemple, ici à Hua Hin, c'est hors de prix. C'est quasiment la même chose qu'en France. Rappelons que nous, étrangers, on n'a pas le droit d'acheter des terrains non plus. Voilà. Et donc sur une villa, oui, vous ferez plus certainement une plus-value que peut-être sur un appartement. Quels sont les critères qui te permettent, à un moment, je sais pas, tu es avec une femme, tu sens que c'est sincère, il y a l'amour, etc. Et tu te dis, j'aimerais bien, je sais pas, vous avez le projet commun d'acheter une villa. À quel moment, quand est-ce que tu vas décider, tu vas dire, ok, je mets la terre à son nom, ou je mets la villa à son nom. C'est-à-dire, vraiment, je vais faire confiance sur un montant très important. Comment faire confiance ? C'est difficile de
question, pour moi, qui est compliquée parce que c'est une histoire de feeling avec la femme. Vous le faites, vous le faites pas, vous le sentez, suivant votre portefeuille aussi. C'est-à-dire si vous avez 2 millions d'euros, si vous êtes sûrement plus sujet à perdre 150 000 euros potentiellement, entre guillemets, que si vous avez, si c'est toute votre vie financière. Donc, je pense que ça, c'est très personnel comme choix. D'accord. Au mieux, faites, si vous êtes marié, pas marié d'ailleurs, je crois qu'on peut le faire avec une compagne simple, faites l'histoire de l'usufruit, au moins vous êtes tranquille jusqu'à la fin de votre vie. Mais après, ouais, c'est une appréciation personnelle. Et qu'est-ce qui se passe là, juste cette histoire d'usufruit, si au bout des 30 ans là, ou de location de la terre, en fait, la compagne avec qui, je sais pas, on est en froid, elle refuse de renouveler le bail de la terre. Est-ce qu'on continue? Non, parce que là, vous allez l'usufruit jusqu'à la fin de votre vie. D'accord. C'est pas une location que vous avez fait à votre compagne pendant X années. Après, vous pouvez aussi, moi j'ai un ami, je crois qu'il n'a pas fait l'histoire de l'usufruit, mais il a fait signer un papier à sa femme, sa compagne, comme quoi elle lui faisait une location gratuite jusqu'à son décès. D'accord, mais ce qui revient plus ou moins. Et elle ne peut pas revenir dessus. Hein, ouais, non, quand même, la justice en Thaïlande, c'est assez carré. Je trouve que c'est plus carré que ce que je pensais. Quand on achète le process, on passe par des avocats, des notaires, c'est par rapport à la France. Alors le plus dur, d'ailleurs, nous on fait une petite vidéo parce que sur la construction d'une maison à Hawaï, je sais pas, peut-être qu'on pourra mettre le lien. Ouais, je mettrai le lien en description. C'est intéressant. On essaye de suivre les différentes étapes. Ce qui est compliqué, c'est que vous parlez pas la langue. Donc vous en remettez soit avec la personne avec laquelle vous êtes, soit vous en remettez. Et c'est pas facile au début de faire le casting du constructeur, d'avoir un dialogue avec le constructeur. Si vous achetez ce qu'on appelle ici des projets, parce qu'ici ils appellent ça des villages, c'est-à-dire des maisons qui sont toutes construites, bah, il y a différentes qualités. Il y en a qui vous font du tape à l'œil, mais à l'intérieur c'est de la merde. Donc c'est assez compliqué quand on ne connaît pas la langue. Ici, il n'y a pas. On va résumer, vous êtes en France, vous n'êtes pas bête, vous ne connaissez rien. Vous faites construire une maison, vous tapez sur Google meilleur constructeur, vous regardez la fiche Google Business, vous regardez le nombre d'étoiles qu'a eu le constructeur, la réputation, etc. Vous dites allez, j'y connais rien, lui il a l'air d'être bon, on y va comme ça. Aujourd'hui, il n'y a pas, c'est difficile de trouver ça en Thaïlande. Google Business, etc. Et surtout qu'attention, avec les revues négatives en Thaïlande, attention, il y a encore des cas toutes les semaines. Donc voilà, donc le mieux c'est soit du bouche à oreille, vous connaissez quelqu'un qui a fait construire et il est content du constructeur, ou il a acheté dans ce village-là. Et il sait que c'est un village c'est comment on peut dire en français, un ensemble de maisons qui sont dans un ensemble de maisons, voilà, qui sont dans un espace souvent qui est sécurisé, même si ça craint pas au niveau de la sécurité ici. Et donc là, vous y allez parce que à l'intérieur de ce village, il peut y avoir aussi des problèmes que vous connaissez pas. Il y a des mauvaises histoires parfois et que vous, en tant qu'étranger, vous n'allez même pas les soupçonner parce que vous êtes avec votre logique française. Dernière question, si on a un condo ici ou une villa ou quoi que ce soit et qu'on veut le mettre en location, tu conseillerais de passer par on est à distance, il faut passer par des agences, est-ce qu'elles sont sérieuses, est-ce qu'il y a des cas, je veux dire, t'as entendu, ça fonctionne à distance comme ça? Ça fonctionne, ouais, ça fonctionne, mais ça sera jamais quand même aussi bien managé que si vous êtes sur place. On est toujours sur le problème que l'agence, elle s'en fout un peu, elle prend ça comme. C'est fait comme c'est fait, alors que vous pouvez faire le casting des artisans, regarder le meilleur rapport qualité-prix, etc. Mais c'est un choix qui s'impose si vous n'avez pas d'amis pour manager pour vous sur place ou si vous êtes plus sur place. Ok, mais le parcours, pour résumer, le parcours d'acheter quelque chose, c'est pas facile. Et méfiez-vous, moi je vous dis, parce que mon histoire, moi j'ai voulu acheter, donc j'étais passé, on peut citer aussi par à l'époque, le leader de l'immobilier franco-français, franco-thaïlandais, c'était le groupe Vauban, qui n'existe plus, je crois, peut-être pas connu. De nom. Et ils vous vendaient quand même, vous vendez le français, parce qu'ils étaient beaucoup plus chers que si vous passez par des agences thaï. Et puis, ils vous vendaient aussi un peu quand même des bêtises, parce que le faringue ici, moi j'ai l'expérience, il croit qu'il sait, mais en fait il sait pas. Est-ce qu'il y a des cas d'arnaque du type j'achète un appartement, une villa, et en fait j'ai rien? Ça existe? Ouais, je crois qu'il y a eu un scandale là-dessus. Il y a eu Nordique, là, il me semble,
C'est-à-dire, ils vous promettaient des rentas incroyables, et puis au final, ils ont plié, et le gars, il s'est barré avec... Alors moi j'avais calculé les rentas, j'étais autour de 5,5,5. Ok, toi tu dis 6, 7, donc c'est cohérent. C'est-à-dire que si vous voyez des rentas qui sont autour de 15, c'est pas bon. Alerte rouge, hein, à chaque fois je vous le dis. On peut expliquer comment ils font, hein, juste pour si ça intéresse les gens. Pour donner des rentabilités qui sont formidables, c'est-à-dire genre 8, 9, 10, souvent, en fait, le bien, il est surcoté, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus cher qu'il vaut. Et donc, c'est avec ce profit-là qu'ils arrivent à servir la rentabilité promise pendant les 5 premières années. Alors, j'ai fait une vidéo explicitement là-dessus avec des condos à Phuket. Je mettrai le lien parce que je pense qu'ils n'ont rien compris. Mais c'est exactement ça. C'est ça, le surcotage qui fait que... Ok, très bien. Écoute, merci beaucoup. Très instructif. Ciao.